Salut tout le monde et aujourd'hui on accueille Alice, Alice Mailleux. Donc bienvenue Alice. Bonjour, merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Eh ben avec plaisir. Alors en fait aujourd'hui je voulais discuter avec toi. Toi t'as une formation de thérapeute en crânio-sacré, biodynamique et donc on voulait se pencher aujourd'hui. Le but de cette vidéo en fait c'est d'aller un petit peu plus en détail sur le crânio-sacré biodynamique et éventuellement aussi justement en fait, ce qui t'a amené là, ce que c'est, comment tu l'imbriques toi dans ton parcours personnel, parce que tu es aussi, tu as une maîtrise en communication, mais tu as aussi une formation de prof de yoga et tout ça. Donc aujourd'hui, on va un peu se pencher sur tout ton profil et Mhm. voir comment tu mets ça dans la matière au quotidien. Fait que je vais te laisser te présenter à quelques mots d'abord. OK. Bon, moi, je suis Alice. Je suis thérapeute en crânio-sacré biodynamique. C'est ça, pour me présenter, je vais rappeler un petit peu comment est-ce que j'en suis arrivée là. En fait, moi, je m'intéresse aux sensibles depuis très longtemps. Enfin, je suis quelqu'un de très sensible et à un moment donné, je me suis rendu compte que tout mon parcours est axé autour de ça. Donc voilà, autant je suis arrivée à faire une formation de professeur de yoga, à étudier en communication interpersonnelle et là, j'ai fait une recherche en abordant la méthodologie phénoménologique, donc qui permet d'étudier entre autres des phénomènes, parce que phénoménologie, c'est la science des phénomènes. Donc voilà, et là, j'ai étudié les groupes l'art. Bon, puis après, j'ai finalement fait une formation en crânio-sacré biodynamique, ce qui est très logique dans mon parcours. Ça continue sur le côté sensible, mais là, on aborde le côté humain. Et la biodynamie, ça reste aussi la dynamique, la dynamique de vie, on va voir ça tantôt, sur les souffles de vie, etc. Puis, parallèlement, moi, enfin, c'est ça, j'ai une carrière en cinéma. Je travaille au costume, au département des costumes. Je suis habilleuse. Et l'art est très important pour moi aussi, toujours dans cette dynamique du sensible. Au moment donné où j'ai fait ma formation de professeur de yoga, peu de temps après, j'ai commencé une pratique artistique, j'ai fait des expositions. Et c'est toujours une exploration en fait, c'est toujours la même exploration de pratique de la présence, aussi de la structure de l'être. Ça, c'est vraiment la chose qui me motive et qui relie vraiment tout. Donc, la structure de l'être, oui, nous individuellement, mais aussi collectivement. C'est parce que pendant la maîtrise, j'ai aussi exploré plusieurs théories, dont entre autres la théorie U, qui est aussi une pratique de la présence. Donc ça, c'est, voilà, pour mon Super parcours, c'est à peu intéressant. près ça. Ouais. Effectivement, super. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur c'est quoi exactement le crânio-sacré biodynamique et comment ça se met en place? Et dans la matière, quand tu fais un soin, à quoi ça ressemble? OK. Alors, bon, c'est ça. Chaque fois que je dis le mot crânio-sacré biodynamique, les dents disent What? Grosso modo, ils lisent C'est plus ça. poliment, mais souvent c'est ça. Fait que, la façon très simple d'expliquer, c'est le crâne et le sacrum, c'est ce qui se passe entre les deux. Donc là, on a le système nerveux central, mais aussi le système nerveux en général. Donc, ça permet quand même d'avoir une application assez large parce que là encore, le système nerveux, c'est un système de communication autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc là encore, c'est logique dans mon parcours que je sois arrivée en crânio-sacré. Puis la biodynamie, c'est une partie spécifique. En fait, OK, le crânio-sacré est issu de l'ostéopathie. C'est les aspects les plus subtils de l'ostéopathie. Et la biodynamie, c'est vraiment ce qui va nous relier aux forces de vie. Donc, c'est les dynamiques de force de vie. Donc là, on va voir plus tard, mais il y a plusieurs ostéopathes qui ont vraiment développé des approches qui permettent de mettre en évidence la dynamique des forces de vie. Voilà, D'accord. résumé. Et donc c'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'ostéopathie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur quand ça s'est développé justement le crânio-sacré? Est-ce que c'est quelque chose, une branche qui est venue un petit peu plus tard ou... Euh, OK, historiquement, c'est Monsieur Searle, que je ne me trompe pas avec Monsieur Still, qui est un autre, qui a mis en place l'ostéopathie à la fin du 19e siècle. Et il a eu un élève qui s'appelle William Shutterland, qui a eu l'intuition, lui, que les os du crâne pouvaient bouger. Donc, quelqu'un d'assez
particulier qui a fait toutes sortes d'expériences sur lui-même, dont entre autres de mettre des pressions autour du crâne pour voir arriver vraiment, voir est-ce que c'est réel ou pas. Ce qui était très intéressant aussi, c'est qu'il a eu une intuition. À un moment donné, il a regardé l'os temporal qui est ici, puis il a dit, mais il a en fait vraiment eu une intuition flash, là, comme que ça lui disait, mais c'est comme des branchies et ça bouge. Donc, à partir de là, ça lui a amené aussi toute une exploration là-dessus. Moi, je trouve ça super intéressant que ce soit une intuition comme ça, directe. OK, regarde ça, c'est comme ça que ça se passe. Explore ça. Ça, je trouve ça absolument génial. Donc, il a toujours travaillé là-dessus. Puis, il a mis en évidence ce qu'on appelle le souffle de vie. Bon, ça, c'est une expression biblique. Il faut se remettre tu sais, dans l'histoire. En fait, ils étaient très inspirés. Bon, par la religion catholique à l'époque. Et tous les thèmes du crânio-sacré sont souvent inspirés des voitures, des machines. Hmm, Tu sais, on va avoir le potency ou l'étincelle de vie parce que ça fait référence, en fait, il faisait référence à ce qu'ils avaient autour d'eux. intéressant. Donc ça, je trouve ça aussi, c'est une anecdote que je trouve quand même. Des fois, faut faire une traduction un peu de ça. Fait qu'il a mis en évidence 5 caractéristiques de la respiration primaire, donc du souffle de vie. C'est que le liquide céphalorachidien a une fluctuation, que le tube neural a une motilité. On fait une différence en ostéopathie. Enfin bon, moi je suis pas ostéopathe, mais c'est sûr que j'emploie les termes d'ostéopathie. La motilité, c'est le mouvement personnel, je dirais personnel si par exemple je parle du tube neural, donc c'est le mouvement spécifique du tube neural. La mobilité, en fait, la motilité, entre la mobilité et la motilité, c'est que on sent vraiment c'est l'objet en particulier du tube neural. Donc la motilité, c'est vraiment son mouvement propre à lui. Comme on retrouve ça sur tous les organes aussi. On a la fonction de la membrane de tension réciproque. Ça concerne toutes les structures à l'intérieur, des structures plus solides à l'intérieur du cerveau. Et comme on en a parlé, la motilité des os crâniens et aussi le mouvement involontaire du sacrum entre les deux os iliaques. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il a mis en évidence. Moi, dans ma pratique, oui, maintenant, c'est parce que tout ça, c'est tellement, tellement, tellement subtil. Dans ma pratique à moi, dans la pratique de crânio-sacré, parce que c'est ce qui me différencie des ostéopathes aussi, c'est que moi, je fais pas de manipulation, je fais juste des touchés. Ok. Euh, donc, je fais juste des touchés très doux, je fais pas de manipulation. Donc, tout ce que je ressens, c'est vraiment des mouvements extrêmement subtils, des cellules, tu sais, les organes, je pourrais pas dire que je les ai en tant que tels, tant que ça, qu'un ostéopathe va l'avoir. Par contre, ce qui arrive, c'est que du fait de la subtilité, où là, ça devient vraiment plus difficile d'en parler, mais ça peut en avoir un impact vraiment profond parce que ça touche des couches très profondes de l'être, en fait, aussi. Hmm, Évidemment, bon, là, c'est plus touché de parler de ça, mais sur les zones d'information, sur quelque chose comme ça, quoi. Puis en ok. historique aussi, moi je fais beaucoup référence à Rollin Baker, que j'ai beaucoup apprécié, qui lui a vraiment mis plus en évidence les forces de vie comme en tant que dynamique physiologique du corps. Donc, tout ce qui nous amène, mais c'est sûr qu'à l'intérieur de nous, on a des mouvements, on a des forces qui nous habitent. Et le traitement, c'est vraiment tu sais, d'écouter ça, puis de voir, de redonner une chance au corps de reprendre un certain équilibre. Donc, voilà pour ça. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi personnellement, si je peux me permettre justement pour ceux qui nous écoutent de donner un petit avis un petit peu comme ça extérieur, moi j'ai fait un soin avec toi et c'est Mhm, vrai que ça a amené tout de suite, en fait tu induis un état de détente profonde, si tu mhm, m'arrêtes si je me trompe, et dans cet état-là de détente profonde, toi tu vas chercher justement les informations subtiles avec un toucher très, comment dire, très bienveillant et très, voilà, pas du tout intrusif. Donc, moi, ce que j'aime effectivement de la pratique, c'est que c'est quelque chose qui est très, effectivement, dans la subtilité. Et donc, donne l'espace, en fait, à l'individu d'aller vraiment, genre, de chercher, de laisser, en fait, ça laisse clairement un espace pour plein d'informations qui remontent. Donc, je ne sais pas si tu mhm. confirmes le tout. Oui,
Effectivement, c'est bien de me ramener là-dessus. C'est, ouais, c'est, effectivement, c'est en général ce que les gens me disent, c'est très doux. Puis c'est surprenant comme la douceur. Enfin, c'est ça, j'ai fait un traitement dernièrement où la personne me disait, waouh, enfin, elle était vraiment surprise de cet aspect de détente que la détente puisse amener à des choses. Alors, la détente, c'est vraiment hyper important. Dans le sens où c'est vraiment la porte ouverte pour que autre chose puisse se passer, c'est-à-dire de mettre en pause les, je dirais, les habitudes du système nerveux à être très focalisé sur l'extérieur. Puis notre société étant quand même, disons-le, assez stressante, donc on est pas mal tout le temps en état de stress. On est tellement habitué qu'on se rend plus compte finalement que le corps, premièrement, a besoin d'autre chose, mais on se rend à peu près pas compte qu'il y a comme un déséquilibre là, par rapport à ça et que cet aspect-là de détente profonde, parce qu'on parle quand même de détente très profonde, là, cet aspect de détente profonde a vraiment enfin, est vraiment très utile pour que le corps puisse se régénérer, se réorganiser. Donc, ça permet aussi pour le... Et justement, c'est non invasif aussi. Donc ça, ça peut être très intéressant. Très intéressant aussi pour accompagner d'autres. Par exemple, si... Bon, par exemple des maladies ou quelque chose comme ça, parce que ça vient d'une part recentrer, bon, équilibrer, grounder, ramener de la vitalité, mais ça donne un très bon accompagnement quand on est dans des démarches plus difficiles, des démarches de transformation, parce que là, on travaille au niveau énergétique, puis le niveau énergétique, évidemment, a un impact qu'on sous-estime, mais qui est vraiment très important. C'est Donc, tout réel. l'aspect Ouais, l'aspect de la détente, c'est tout l'aspect de la gestion du système nerveux. Le cranium, j'ai constaté, moi, par ma pratique, que c'est très bon aussi pour tout ce qui est euh, choc émotif, physique, tout ça, ça permet vraiment de réguler. Puis c'est des choses dont on ne se rend pas compte, mais qui sont vraiment intéressantes. Les traumas aussi, Vraiment, évidemment. absolument. Bon, j'ai fait plusieurs ateliers spécifiquement sur la théorie polyvagale et aussi, ben, c'est ça donne un impact. Enfin, la théorie polyvagale, on ne l'abordera pas aujourd'hui, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant. J'ai l'intention de faire des vidéos là-dessus, fait que vous pourrez suivre. Mais enfin, voilà quoi. C'est aussi pour les traumas, ça peut être aussi un bon accompagnement. Puis, ça peut être un accompagnement qui peut se faire en parallèle avec d'autres approches qui sont plus officielles. C'est ça, j'ai l'impression que c'est vraiment, il y a vraiment une complémentarité avec plein d'autres choses. C'est ça que je pense que j'aime beaucoup de l'outil, en tout cas, ouais. Mhm. Ouais. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur les forces de vie? OK. Alors, les forces de vie. Donc, euh, attends, je vais reprendre mes notes, soyons clairs. Bon, alors les forces de vie, justement, on Par y a un exemple, petit peu. le lien avec l'embryon, justement, tout ce dont tu Ouais. parles un petit peu en préliminaire dans ton site web, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, ouais. Alors, la pratique, elle est axée vraiment sur la prémisse que les forces de vie qui nous ont construits en tant qu'embryons sont encore disponibles à l'intérieur de notre corps. Bon, ça paraît, je veux dire, on l'a vu, il y a un aspect logique du fait qu'on a des forces à l'intérieur de notre corps qui nous permettent de réguler, enfin, des processus d'homéostasie. Il y a encore sur l'aspect historique, il y a un ostéopathe qui s'appelle James Jelus qui a spécifiquement travaillé sur les travaux de Monsieur Blenschmidt qui, lui, a montré, là encore, ça date des débuts du 20e siècle, qui a montré que les forces, enfin, c'est ça que l'embryon se construit avec, bon, avec des forces. En fait, bon, il y a comme un schéma, puis il y a il y a des forces à l'intérieur enfin, c'est ça, l'embryon, c'est pas juste un processus chimique, mais c'est aussi un processus cinétique, processus tu sais, d'arrangement de force à l'intérieur du corps. Mhm. Alors, après ça, il y a aussi Monsieur Jaap van der Waal qui se présente comme un embryosophiste et enfin, c'est un embryologiste à la base, mais qui apporte une dimension philosophique du,
de l'embryologie. Donc, ça, c'est intéressant aussi parce que quand on aborde des phénomènes subtils, on aborde aussi toutes les couches de l'être, dont les Ouais, couches de absolument. la pensée. Donc, tu as le physique, il y a l'énergétique, il y a l'émotionnel, il y a l'intellect, la façon dont on pense. On en parle quand même de plus en plus. Puis, bon, Mm. il y a le spirituel aussi. Fait que lui, il a amené, fait que ça, on va en parler tantôt, vraiment une structure ben, par rapport à l'embryon, donc une structure un peu philosophique par rapport à ça, Mm. qui est une bonne carte, en fait. Puis on a Monsieur Ridley aussi qui a amené des tonalités dans la respiration, dans la respira- dans les, dans la respiration primaire. Et Fait que justement, voilà. la respiration, est-ce que tu pourrais nous développer un petit peu ce côté-là? Est-ce que la respiration, elle est incluse, elle fait partie des forces de vie ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est totalement parallèle? Pour l'instant, je l'ai mis différent, mais pour moi, c'est parce que ça devient subtil. À un moment donné, les choses ne peuvent pas être objectivées parce qu'on n'est pas dans ce domaine-là. Fait Non, qu'on c'est est ça. dans quelque chose de vraiment subtil. Ça, c'est vraiment important à comprendre. C'est sûr que M. Shorterland je pense que c'est Shorterland, qui a mis en évidence moi j'appelle ça des domaines de la respiration, de la respiration primaire. Ce qu'on appelle la respiration primaire, c'est le souffle de vie et c'est une respiration qui n'est pas dépendante de la respiration pulmonaire. C'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Puis ce souffle de vie, il est là dès la conception, en fait, et Mhm. quasiment avant. Donc, bon, les forces de vie embryologiques, puis je vais revenir après sur le souffle de vie parce que c'est pas tout à fait la même chose. Ce que M. Van der Jaap a mis en évidence, enfin, du moins proposé, parce que là, on n'est plus dans proposé comme domaine d'exploration avec l'embryon, c'est qu'avant la conception, on a un potentiel de tout est en suspension, mais tout est en potentiel. C'est-à-dire, si vous regardez un bourgeon, vous pouvez voir que, je veux dire, moi, enfin, à un moment donné, j'ai regardé un bourgeon, puis on sent vraiment une force à l'intérieur du bourgeon au Mhm. printemps qui est prêt à éclater, puis qui est chargé du potentiel de la fleur, des feuilles, etc. Fait qu'au moment de la conception, il y a ce potentiel-là de vraiment une condensation d'énergie qui est prête à s'expandre, en fait. Puis, après ça, on a la phase minérale qui est l'activation de la cellule qui, euh, qui agit comme, ben, on appelle ça minéral parce que c'est l'activation se fait à l'intérieur de la cellule, comme dans les minéraux. Si par exemple on a les améthystes, il y a comme une coque, puis tout se fait à l'intérieur. Donc, on commence par une phase minérale où les cellules ne s'expandent, l'ovule en fait ne s'expand pas et l'activation se fait à l'intérieur du domaine de l'ovule. Et à ce moment-là, l'ovule, il ne grossit pas. La deuxième étape, il commence à grossir. Là, il y a géographiquement, d'une certaine manière, il va y avoir des changements dans l'activation des cellules à l'intérieur de l'ovule. Puis à ce moment-là, on va dire que c'est la phase végétale parce que l'embryon devient comme une feuille avec le sac vitalin et le sac amniotique. Et il commence à grandir dans cette position-là. Donc vraiment euh, d'une feuille. Donc, lui, il fait le lien avec enfin, avec une métaphore du monde végétal et de la feuille. Puis Mhm. après ça, on commence à avoir une autre activation qui se fait à l'intérieur. Puis c'est le cœur, en fait, c'est les cellules sanguines qui commencent à s'activer. Donc là, c'est encore une activation qui est complètement différente. Et on appelle ça la phase animale parce que là, ça va amener un repli et philosophie. Bon, bref, d'un point de vue Logiquement. philosophique, ouais, c'est ça, d'un point de vue philosophique, la partie animale, c'est comme une forme, en fait. À ce Mhm. moment-là, on retrouve les formes. C'est là que les organes vont commencer à exister. Puis, d'un point de vue philosophique, c'est que ça amène une frontière un peu. C'est que Mhm. l'animal, à ce moment-là, devient un espace et devient un espace tu sais,
qui peut bouger. C'est ça aussi, qui va se Ok. créer des membres et qui peut bouger. Après ça, la phase humaine, ce qui va nous différencier principalement selon sa perspective de l'animal, c'est que l'animal est à quatre pattes. Il a un regard qui est basé vraiment sur l'horizon. Nous, du fait qu'on soit redressé, on a une connexion avec la terre et le ciel, et aussi on a l'aspect de la parole qui nous est très spécifique. Donc, on va aussi, par exemple, se décorer, tu sais, de s'habiller, de se maquiller, tout ça, ce que évidemment les animaux font pas. Donc, il y a vraiment, on est très élaboré dans l'expression. Les animaux font ça aussi, mais pas autant que l'humain. Puis évidemment, les mains, on a créé des outils. Euh, on a poussé les créations d'outils, mais si je vois par exemple, bon, les animaux aussi se sont créés des artefacts pour pouvoir vivre. Par exemple, le castor va se créer un barrage, mais nous, on est vraiment poussé là-dedans. Fait que c'est ce qui fait notre différence. Fait qu'il y a vraiment une évolution une évolution. Moi, je trouve très intéressante. La philosophie, il y a un côté très poétique aussi, qui est très touchant de voir que finalement, dans notre corps, on a aussi relié à tous les éléments. On est passé par tous les éléments. C'est philosophique. Donc, je veux dire, c'est pas scientifique. C'est vraiment un aspect philosophique. Tout à Ouais. fait. Bah, en fait, ce qui me parle beaucoup de ce que tu dis et de l'outil, c'est que il y a vraiment, c'est vraiment une perspective holistique parce qu'on met tout ensemble, puis on n'analyse pas juste une certaine discipline ou une certaine partie. Donc, c'est vraiment le côté multidisciplinaire, effectivement, de faire aussi rentrer la philosophie là-dedans, qui est très Mhm. intéressant. Et je voudrais que tu nous parles un petit peu plus aussi en détail des rythmes de vie. Oui. Parce que c'est quelque Alors, chose les qui est quand rites. même très propre à la pratique, j'ai cru comprendre, et puis qui est très intéressant, oui, oui, de Oui. facto. Oui, et donc ça continue sur le travail de Schotterland qui est à la base de tout le travail crânien en ostéopathie. Euh, voilà, c'est ça. En ostéopathie, on peut explorer d'autres, il y a comme d'autres choses, mais bon, le crânio-crasse sacré il devient très spécifique par rapport à ça, et c'est Schotterland qui l'a amené. Alors, moi, je vois pas mal j'appelle ça des textures de la respiration primaire. Mhm. Donc, donc, entre autres, on a, puis, ouais, cinq textures. Je vois toujours des domaines, en fait. Tu sais, c'est quand même bon. Alors, on a l'impulsion crânienne. Ça, je dirais quand même aussi le domaine dans lequel on est en relation avec le monde extérieur. Mhm. Donc, il y a quand même un état de stress assez, tu sais, je veux dire, c'est l'état ordinaire de ça. Après ça, on a ce qu'il a appelé la marée fluide, donc il fait vraiment référence au système, à tous les systèmes qui utilisent l'eau à l'intérieur du corps, donc le système veineux, le sang, la lymphe, et principalement le liquide céphalorachidien. Mais là, on est vraiment dans une dynamique d'eau. Bon. Puis après, on a la marée longue qui est une autre densité, enfin, c'est ça, un autre domaine de ça qui est là qui devient de plus en plus subtil, puis qui devient de plus en plus comme, je veux dire, arriver à trouver les mots, ça devient après ça de plus en plus difficile. Donc, on a la marée longue, l'impulsion du souffle de vie, puis le calme dynamique, ce qu'on appelle le stillness. Euh, Puis là, moi, dans d'autres domaines, on pourrait parler pour le calme, du champ infini de potentiel, de notre vraie nature, des choses comme ça. Puis après, enfin voilà. Donc là, je vous en ai nommé cinq. Moi, je trouve aussi, ça a été nommé nulle part, mais que ça peut avoir des correspondances avec les, euh, les fréquences cérébrales. Puis voilà. Puis moi, je le vois aussi ça me fait, pour moi, ça me fait référence au processus de méditation dans le sens où on part, enfin, dans un sens ou dans l'autre, mais avec les cinq éléments de la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther, donc qui ont une densité de plus en plus, enfin, je veux dire, de plus en plus légère si on va dans ce sens-là, ou Mhm. de plus en plus dense si on va dans ce sens-là. Donc, on a les deux là-dedans. Donc, enfin, voilà, c'est ça. Donc, il y a C'est à vraiment une peu histoire près les types de de. densité. Ouais, ok, ok. Oui, Mhm. ben moi, c'est vraiment un des critères de perception que je vais avoir de voir, OK, ah oui, ça devient plus léger, mais il y a une partie aussi où on peut agir sur la matière
euh, la matière dure, on ne peut pas agir dessus. Ah oui, c'est un point que je n'ai pas nommé, mais moi, dans mon mémoire, enfin, je me suis très inspirée de la citation d'Einstein qui dit qu'on ne peut pas résoudre les problèmes avec le même niveau de conscience que celui qui Mhm. les a créés. Absolument. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pris très au sérieux, puis que du coup, j'ai continué à explorer, et d'une Ouais. part dans mon mémoire, mais aussi après. Donc ça répond à cette question-là aussi de vraiment voir, OK, on a une densité, je veux dire, c'est très difficile. Enfin, ça se fait parce que de toute façon, le système fonctionne comme ça, mais on a une potentialité à accéder à des domaines qui sont beaucoup plus malléables. Donc là, je fais ça parce que c'est quelque chose qui monte Dans la jusqu'à légèreté, l'étape dans le subtil, d'arriver. exactement, c'est ça. Ouais, Ouais. ouais. Puis pour moi, c'est vraiment des domaines, en fait. C'est vraiment des domaines d'exploration. C'est ça. Et donc, en fait, tu agis sur le... Effectivement, moi, je le vois aussi un petit peu dans ma pratique, c'est les mêmes concepts, c'est-à-dire que tu agis sur les corps les plus subtils pour que, justement, par effet domino, ça ait un impact ultimement dans la matière dense. Mais, tu vois, là, je suis pas totalement d'accord avec ça parce que Mhm. moi, je vais me mettre en écoute. Donc, dépendamment je, je crée un espace, bon, de bienveillance et de sécurité, mais je mets à l'écoute. Donc, j'agis pas sur les corps ou quoi. Je fais juste écouter les rythmes. OK, Absolument. là, Ok. on est dans ce rythme-là. OK, donc là, ça s'exprime dans ce rythme-là, Mhm. ça veut jouer dans ce rythme-là. Après ça, on va changer de domaine. Puis, OK, ça va jouer là. Bon, à un moment donné, je vais avoir une émotion qui va sortir, mais je ne fais pas sortir l'émotion ou je ne fais pas. Tu sais, bon, D'accord, donc en fait, il c'est y a dans un la côté très réceptivité, en mystérieux fait. là aussi. Ouais, c'est ça. Hein? C'est ça. C'est plus dans la Ouais. réceptivité, si c'est ça que je comprends, en fait. Oui. Oui, c'est Laisser sûr que. l'espace à qu'est-ce qui veut s'exprimer. Oui. Mhm. C'est sûr que le mémoire est très basé sur les dimensions de l'écoute. Fait que ça a été aussi tout le. C'est tout- sûr, c'est une énorme partie. Ouais. ouais. Mhm. Bon, après ça, on est dans de l'écoute très subtile, là. Ouais. Ouais, absolument. Super, bah écoute, c'est vraiment super intéressant. Puis bah, pour clore cette vidéo, j'aimerais que tu nous fasses un petit blitz de qu'est-ce qui s'en vient pour toi, si tu as des projets à venir, où est-ce qu'on peut te contacter, où est-ce qu'on peut te trouver, surtout pour la pratique du crânio-sacré biodynamique et comment et où te contacter finalement. Oui. Alors, ben, j'ai mon site internet qui explique, bon, on reprend tous les concepts qu'on a vus ici, mais qui présente, si vous avez, enfin, c'est ça, qui me présente moi, qui présente mon travail, etc. Moi, je suis au centre SOA sur Rachel. Donc, dans le site aussi, il y a possibilité de prendre rendez-vous pour l'instant à partir du site directement. Il y a les tarifs, il y a tout ça. J'ai une page Facebook dédiée qui s'appelle Alice Mailleux, thérapeute en crânio-sacré biodynamique, où j'ai fait des vidéos et puis bon, je donne de l'information régulière. J'aimerais bien justement donner plus d'informations comme celle-ci. Là-dessus, il y a la chaîne YouTube aussi, mais bon, toutes les vidéos sont sur Facebook. Voilà, puis dans le développement, c'est sûr que j'ai des développements, il y a un côté très. Je trouve que c'est important pour moi d'amener un côté éducationnel parce que c'est les gens ne savent pas trop c'est quoi, donc le grosso modo, c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de tabler aussi parce que c'est ça, je trouve ça vraiment important aussi parce que l'air de rien, bon, l'aspect qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, que je vais aborder plus tard, c'est sur la théorie polyvagale et ça a un gros impact sur la façon dont on se relie au monde, la façon dont on se relie aux autres, la façon dont on régule le système nerveux dans la relation. Donc ça, c'est vraiment un domaine que moi, j'ai envie aussi d'explorer. Parce que Super. bon, après, il peut y avoir des impacts bon, sur tout ce qui est groupe, sur tout ça. À partir du moment où on comprend ça peut vraiment, Mhm. vraiment aider, aider et puis nous rendre la vie plus confortable, dans le fond, là, parce que c'est ça qu'on cherche quand même. C'est Là, ça l'idée, exactement, c'est ça c'est ça l'objectif. l'idée. Bah Oui, écoute, oui. merci beaucoup Alice, c'était vraiment un plaisir de t'avoir en entrevue aujourd'hui et puis d'apprendre tout ça. Enfin, c'est infini une fois qu'on creuse ces concepts-là, c'est super intéressant et bah on a hâte de te retrouver éventuellement dans une prochaine vidéo et puis surtout en pratique à Montréal, évidemment. N'hésitez pas à contacter Alice pour donc des soins, entre autres, de crânio-sacré biodynamique. Merci Alice et à très très bientôt. OK, ben merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. OK. Bye. Bye.